Bonjour, vous m'entendez bien? Je vais m'asseoir peut-être, comme vous voulez. Tapez 1. Merci à tous d'être là. Très brièvement, je vais juste introduire la rencontre. Moi, je m'appelle Jérémy Collado, je suis journaliste à Nice Matin. Et je remercie beaucoup François Bayrou de nous avoir invités pendant ces 3 jours. Très intéressant, et je remercie toutes les équipes également. Il y a un philosophe que vous connaissez sûrement qui s'appelait Gramsci qui disait que le combat culturel précédait toujours le combat politique. Aujourd'hui, on est dans une phase d'élection avec des débats endiablés de la primaire de la droite, que j'imagine vous suivez attentivement, avec une course de petits chevaux absolument passionnante. Et ces 3 jours-là, ces rencontres littéraires s'appellent Les idées mènent le monde, et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des idées dans cette primaire, et que nous tous, aujourd'hui, on fait, entre guillemets, de la politique en débattant d'idées. Voilà, première chose. La deuxième chose, alors je sais qu'il ne faut pas trop croire aux sondages en ce moment, on voit avec la remontée fantastique de François Fillon, mais moi, il y a un sondage qui m'a interpellé il y a 1 an. Il était dans Les Échos, un sondage au Doxa, qui disait que 54% des gens considéraient que leur niveau de vie, que leurs conditions sociales étaient inférieures à celles de leurs parents et de leurs grands-parents au même âge. C'est-à-dire qu'on est là pour parler de progrès économique, de progrès social, donc c'est-à-dire que 54% des gens considéraient en 2015 que leur vie était moins bien que celle de leurs grands-parents. Depuis des années, on parle de progrès économique, et souvent le progrès économique se confond avec plutôt des régressions sociales, mais, et c'est pour ça que cette rencontre avec Marion Darrieutor est intéressante aujourd'hui, il y a des gens qui ont lancé des entreprises, qui ont lancé des think tanks comme Marion, qui réinvestissent ce champ du progrès économique et du progrès social, et qui peuvent nous rendre un peu optimistes, parce que je sais que ce constat que je viens de faire est peut-être un peu pessimiste. Voilà. Alors Marion Darrieutor est chef d'entreprise, vice-présidente d'un laboratoire d'idées, un think tank, qui s'appelle Entreprise et Progrès, et qui représente environ une centaine d'entreprises. Ce think tank représente une centaine d'entreprises, plus d'1 million d'emplois. Et elle-même est chef d'entreprise. Elle dirige une entreprise de conseil en stratégie qui s'appelle Elan Edelman. Voilà. Et donc je vais aussi la laisser peut-être se présenter, je sais pas, nous expliquer un peu en quoi consiste son travail. Et ensuite, on va embrayer sur le début de la conférence. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Merci d'être là et d'avoir peut-être raccourci votre déjeuner. Donc, merci. Effectivement, je m'appelle Marion Darrieutor. J'ai 2 casquettes. Je suis vice-présidente d'un think tank, comme l'a dit Jérémy, qui s'appelle Entreprise et Progrès. Et dans Entreprise et Progrès, il y a progrès. Donc j'étais très heureuse de voir que la ville de Pau mettait la notion de progrès à l'agenda de nos conversations. Et puis je dirige une agence de conseil en stratégie qui fait de la communication également. Et donc mon autre casquette, c'est chef d'entreprise. J'ai moi-même créé ma propre entreprise. Et effectivement, j'ai d'un côté un pied dans ce laboratoire d'idées, et puis j'essaye d'être en mode action et sur le terrain dans ma boîte, avec une spécificité qui est que la moyenne d'âge dans mon entreprise, c'est 28 ans. Et que j'en ai 43, et que effectivement, si je ne réinvente pas mon entreprise au regard de cette génération et au regard du monde dans lequel on vit, et peut-être de cette peur du déclassement, parce que je pense qu'elle existe, effectivement c'est difficile. Donc j'essaye de faire toujours le pont entre réfléchir et agir, et c'est peut-être un peu de ça dont je vais pouvoir parler aujourd'hui. Et est-ce que justement il n'y a pas des conflits entre guillemets de génération dans la façon d'aborder le travail ou la façon dont vous-même vous dirigez cette entreprise ? Effectivement, je pense que l'une des plus grandes mutations dans cette histoire, dans ce moment, et on est vraiment dans un momentum, c'est notre rapport au travail. Les grandes mutations du marché du travail sont énormes, d'une part parce qu'on n'a pas le même rapport au travail, d'autre part parce qu'on y reviendra, le code du travail, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne sais pas si c'est encore très adapté au monde dans lequel on vit, d'autre part parce qu'avant on voulait tous des CDI, et maintenant moi en tout cas dans ma boîte ils me disent tu sais Marion, ton CDI, moi je m'en fous un peu, moi je veux être entrepreneur, voilà, je veux être indépendant, je veux pas être salarié, c'est un peu sale, et puis on veut de la flexibilité,
dans le travail. On a envie de travailler du Starbucks ou du café d'en bas. Donc, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, les mutations du monde du travail, c'est énorme. Et ça, nos entreprises, aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait préparées à ça. Et vous avez adapté votre entreprise, J'essaye. Oui. Ça passe par quels moyens, justement, pour l'adapter à ces nouvelles générations ? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, la première chose, c'est dans sa gouvernance, dans la façon dont je fais fonctionner la boîte. Il y a un truc que détestent les jeunes dans ma boîte et moi-même, d'ailleurs, parce que parfois, je me demande à quelle génération j'appartiens, mais bon, pourtant, je suis... Oui, c'est dans la tête, l'âge, non ? Parfois, ouais. C'est le côté très hiérarchique. Donc j'avais, comme dans toute boîte, un comité de direction, un comité exécutif, un comité commercial, vous savez, tous ces comités. Et puis j'ai tout pété, il n'y en a plus qu'un. Et ça s'appelle le Monday Meeting. Donc qu'est-ce que c'est ? On se réunit tous les lundis matins, tous autour de la table, et on a cassé le comité de direction, le comité exécutif, et tout le monde, à peu près 20 personnes, est autour de la table. Ça a l'air de rien, mais c'est une petite révolution parce que les gens qui faisaient partie du COMEX, ils étaient contents, et puis tout d'un coup, on leur enlève une instance, et puis ceux qui n'avaient pas accès au COMEX ne savent pas toujours de quoi on parle dans un COMEX et comment on se comporte. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'en termes de gouvernance, effectivement, j'ai fait une organisation plus plate, comme on dit, plus horizontale. Et puis la deuxième chose qui marche super bien, et j'ai piqué l'idée à Sébastien Bazin, le patron d'Accor, c'est que j'ai créé un Shadow Comex. Un Shadow Comex, c'est le off du Comex. J'ai pris 6 jeunes talents de ma boîte, 6 personnes en qui j'ai vraiment confiance et qui me disent la vérité, parce que quand on est patron, on nous cache un peu parfois la vérité. Et je les réunis en même temps que le Monday Meeting, puisque ça s'appelle comme ça, et je leur confie les sujets stratégiques de la boîte en toute transparence, parce que ça, c'est une des clés. Je pense que si on ne donne pas la transparence, il y a un souci. Voilà, donc ça, c'est une autre initiative qu'on a faite, et ça m'apporte beaucoup, parce qu'effectivement, on a un vrai accès au dialogue, à la transparence, et ça, c'est important. Donc voilà 2 exemples. Voilà. Et puis, bien évidemment, j'accompagne les nouvelles formes du travail, ou en tout cas les nouvelles aspirations. Exemple, la mobilité géographique. Je pense que dans cette salle, plein de gens sont concernés. On peut vivre en Angleterre et travailler à Paris, travailler à Paris et aller vivre à Marseille. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Comment j'étais salarié et je deviens entrepreneur et indépendant. Donc moi, par exemple, dans ma boîte, il y avait une dizaine de personnes qui étaient collaborateurs et que j'ai accompagnées dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis très fière de ça. Voilà, donc on essaye de s'adapter aux nouvelles aspirations. Je vais me faire un peu à l'avocat du diable parce que je suis un peu d'accord avec tout ce que vous dites, mais je voulais rebondir sur une notion. Vous disiez aujourd'hui, tout le monde veut devenir un peu entrepreneur de sa vie. On a entendu récemment d'ailleurs Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous connaissez Emmanuel Macron. Vous voyez un peu, on n'entend pas beaucoup parler de lui, le type très anti-système, qui est dans tous les médias tous les jours. Et qui a dit une phrase incroyable. Il a dit, encore une fois, c'est pour débattre, hein, ne me tapez pas dessus. Il a dit les 35 heures, quand on est jeune, on s'en fout, on veut faire beaucoup plus que 35 heures, etc. Et ça rejoint aussi un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le CDI. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des métiers un peu à l'ancienne où tout le monde ne veut pas forcément devenir entrepreneur ? Bien sûr qu'il y a des métiers qui se justifient. Il y a des espaces de coworking qui se créent dans les métropoles, il y a des espaces de télétravail même dans des zones rurales, etc., avec des nouvelles façons de travailler. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans cette notion de progrès, est-ce que c'est toujours un progrès que de casser ces codes traditionnels de l'entreprise ? Alors, la première chose, c'est que je partage le constat, c'est-à-dire qu'il y a une envie d'entrepreneuriat. En France, vous l'avez dit, et je crois que les chiffres sont là pour le démontrer, on a envie d'être à son compte. Et ça, il faut accompagner le mouvement. Pour autant, là où je suis d'accord avec vous, Jérémy, c'est que tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat. Et je prends un exemple qui vient illustrer le fait qu'on peut bouger, mais il faut que l'écosystème bouge. Un jeune qui a 23 ans, qui ne veut pas être salarié, mais qui veut être entrepreneur, donc qui n'a pas de CDI, il ne peut pas louer d'appartement. Parce que la banque lui demande un CDI pour pouvoir louer son appartement. Donc ça, je ne sais pas si c'est un progrès. Le progrès, c'est qu'il devient entrepreneur, il est à son compte, il est indépendant, il est libre. Ça, c'est un vrai progrès. Ce qui n'est pas un progrès, c'est que notre société n'accompagne pas le mouvement et que les banques
elle aussi devrait accompagner le mouvement et trouver des moyens pour que ces jeunes-là aient un accès quand même à une location immobilière. Et ça, le système est complètement figé avec ça. Bien sûr. Non, allez-y, allez-y. Non, mais c'est ça. Donc le sujet des politiques, pour rebondir sur Macron, c'est qu'on peut regarder un épiphénomène, mais il faut regarder ce qui va autour. Bien sûr. Et je pense que leur responsabilité, c'est de nous faire des propositions pour accompagner... Mais est-ce qu'ils sont le mieux placés quand on sait que, par exemple, au gouvernement, je crois qu'il n'y en a aucun qui a été chef d'entreprise. Alors, bien sûr, c'est des compétences différentes, mais on est gouverné aussi par des gens qui ne connaissent pas forcément le monde de l'entreprise, qui n'ont pas forcément les bonnes solutions, pardon, et que la plupart du temps, les politiques qui ont été dans l'entreprise n'ont pas forcément eu le succès espéré. Alors, deux choses par rapport à ça, je suis complètement d'accord. Les hommes politiques ne connaissent pas assez le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, chez Entreprises et Progrès, on a créé un truc rigolo. Ça s'appelle le stage des élus en entreprise. Donc, régulièrement, les entreprises membres d'Entreprises et Progrès accueillent des députés ou des politiques, quels qu'ils soient, dans les entreprises pour faire un stage, comme n'importe quel stagiaire. Donc, ils passent du service compta au service RH. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et ils se rendent compte que finalement, c'est un univers qui gagne à être connu. Peut-être s'il y a des chefs d'entreprise, si vous voulez accueillir un stagiaire, oui, peut-être aller voir Marion après. Marier, tout à fait. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, vous disiez, souvent les hommes politiques, ils n'ont pas connu le monde de l'entreprise. Pour autant, j'ai envie de dire, ce sont un peu des entrepreneurs. Parce qu'après tout, un homme politique, ça a autant d'audace et de prise de risque qu'un entrepreneur. C'est quand même des gens qui lâchent tout pour faire des carrières politiques et s'engager, et c'est autant d'engagement qu'un entrepreneur. C'est des gens qui acceptent de se mettre sur le devant de la scène en ayant leur nom dans un logo et sur des affiches. Et puis, c'est des gens qui acceptent de prendre le risque du vote. Donc, moi, j'ai plutôt envie de dire, et si ces hommes politiques se reconnectaient à leur fibre entrepreneuriale, parce que je pense que derrière, dans tout homme politique, il y a quand même un petit entrepreneur qui se cache, mais il faut quand même qu'il le libère. Et un peu de mégalomanie aussi, parfois. Parfois. Mais justement, ça... Peut-être chez les entrepreneurs aussi, j'en sais rien. Bien sûr, évidemment. Mais justement, ça rebondit sur une notion que j'aimerais évoquer, c'est-à-dire la place du risque aujourd'hui. On dit souvent que la France est un pays dont le modèle social est lourd, que les Français ont du mal à s'adapter, etc. Je ne suis pas certain d'ailleurs. D'ailleurs, on voit qu'en 2008, la crise économique, si elle n'a pas eu autant d'effets destructeurs qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre, c'est aussi grâce au modèle social français qui a permis une redistribution et d'être un amortisseur. Mais est-ce que justement aujourd'hui, quand vous parlez d'entrepreneurs qui prennent des risques, est-ce qu'aujourd'hui on valorise le risque dans la société française, à votre avis ? Non, pas du tout. Il y a un truc qui nous a tués qui s'appelle le principe de précaution. Alors c'est top parce que effectivement dans la notion de progrès il y a parfois des dérives et des choses qui sont pas bonnes. Donc le principe de précaution, notamment sur la protection de l'environnement et de notre planète, a apporté des choses très bénéfiques. Pour autant, ça nous a mis dans une espèce de peur du risque notre société n'encourage pas la prise de risque. Et je pense qu'une société qui ne se met pas en danger, c'est une société qui meurt parce qu'elle ne progresse pas. Et moi, je suis convaincue qu'il faut réhabiliter la notion de risque. Et ça passe même par l'éducation des enfants. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut que l'entreprise aille plus facilement dans les écoles ? Est-ce que... Je pense que c'est la question de l'audace. En fait, derrière le risque, plus que le mot risque, moi j'aime le mot d'audace et le fait d'oser. Je crois fondamentalement qu'il faut oser. On a tous un potentiel, et c'est parfois ce que l'école oublie de nous dire, parce qu'on nous donne des mauvaises notes ou des bonnes notes, mais à l'école, on oublie aussi de nous dire qu'on a un potentiel. Et si on a confiance en notre potentiel, du coup, on peut oser. Et pour moi, l'une des clés, c'est de dire, derrière le risque, oui, il faut continuer à se mettre en danger, mais si notre société doit réhabiliter le risque, il faut faire deux choses. Il faut nous encourager à oser, et ça, c'est dès l'enfance. Et la deuxième chose, c'est donner les conditions de la confiance. On ne prend pas de risque, on ne se met pas en danger, on n'ose pas si on n'a pas une forme d'écosystème de confiance. Alors, je voudrais aussi qu'on aborde un sujet. Quand on a préparé l'entretien, puisqu'on s'est parlé avant. On ne se connaissait pas, mais on s'est parlé avant. Et on a évoqué la notion de bien commun.
Le bien commun, c'est une notion qui a été aussi théorisée par l'économiste Jean Tirole, pas très loin d'ici, à Toulouse, qui est un prix Nobel d'économie, et qui allait à l'encontre de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut considérer comme une société basée uniquement sur la recherche de profit, une économie capitaliste qui est devenue peut-être folle ces dernières années. Est-ce que vous, dans votre entreprise, ou je sais que dans votre think tank, vous développez cette idée de bien commun, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est que ce bien commun et comment l'entreprise peut allier bien commun et performance économique? Alors effectivement, Tirole, je ne sais pas si vous avez vu son bouquin, alors il fait 600 pages, donc c'est pas facile, puis c'est un économiste, donc voilà. Mais c'est hyper facile d'accès parce qu'il a fait des chapitres très thématisés. Et lui, il dit, le bien commun, c'est quoi? Donc si je prends la définition de base, c'est l'accès à un monde meilleur. Et il pense que l'économie peut nous permettre d'accéder à un monde meilleur. Alors, quand on est chef d'entreprise, quand on côtoie des dirigeants, effectivement, et c'est ce qu'on on promeut chez Entreprises et Progrès, c'est le fait qu'on veut faire de l'entreprise un bien commun. Faire de l'entreprise un bien commun, c'est de se dire, oui, l'entreprise peut être un acteur essentiel de création de valeur, de création de richesse et de progrès. Et ça, c'est un peu un gros mot parce qu'aujourd'hui, la façon dont on voit l'entreprise et le monde de l'entreprise dans notre société, c'est pour tout ce qu'elles font de mal. Elles licencient, elles font trop de profits, le patron est un mégalo qui augmente son salaire en assemblée générale en contournant les trucs. Donc moi, je comprends que l'entreprise n'est pas bonne presse et n'est pas toujours une bonne image. Parce qu'il y en a qui existent. Et il y en a qui existent. Vincent Bolloré, par exemple, peut-être? Pas de commentaire. En tout cas, oui, toutes les entreprises ne font pas bien les choses. Pour autant, parce que je suis optimiste, voilà, on s'en parlait, ce à quoi je crois fondamentalement, c'est que oui, une entreprise peut être vertueuse et peut créer de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est une entreprise, on a des externalités positives, je crée de l'emploi, et des externalités négatives, j'ai un impact sur l'environnement, je peux licencier des gens, des choses comme ça. Aujourd'hui, les entreprises ont fondamentalement pris conscience qu'elles doivent maîtriser leurs externalités négatives et faire en sorte de créer du progrès pour la société. Alors, plusieurs choses. D'une part, parce qu'il y a une notion qui est arrivée il y a 40 ans qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, et qui a vraiment aidé les chefs d'entreprise à se dire « Ah merde, il faut que je m'améliore et que je fasse un petit peu mieux les choses ». Aujourd'hui, la RSE est toujours là, mais elle est devenue au cœur de la gestion des boîtes et c'est devenu un levier stratégique. Avec une vision, notamment nous qu'on a chez Entreprises et Progrès, c'est qu'il n'y a pas de progrès économique sans progrès social et sans progrès humain. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'augmenter mon cours de bourse ou de viser mon euro de plus si je ne contribue pas au bien-être collectif et au bien-être de mes collaborateurs. Et moi, j'ai envie de croire qu'il y a toute une frange d'entreprises, il y a une vraie nouvelle typologie d'entreprise qui va vraiment militer pour ce bien commun. La question, c'est comment ça s'incarne concrètement. Parce que j'allais dire, dans les années 60-70, quand on avait un progrès économique, on voyait que le progrès, pour certains, c'était de dire d'acheter une machine à laver. C'était à cette époque-là qu'on parlait, la ménagère, moins de 50 ans, De Gaulle disait qu'est-ce qu'elle veut la ménagère, un frigo, et une cuisine bien tenue. Bon, disons que ces choses-là ont un peu vécu et que les gens se demandent qu'est-ce que peut faire concrètement l'entreprise, puisque la quête de profit matériel infini a quelque peu du plomb dans l'aile, on va dire. Pour une génération comme la mienne, je pense, et vous en parliez tout à l'heure, j'ai moins de 30 ans, il y a une quête de sens qui est assez énorme. Comment ça s'incarne concrètement? J'ai peut-être une question, et je peux vous renvoyer la question. C'est quand j'ai le sentiment que quand on achète un produit, donc quand on fait un acte d'achat, on n'achète plus juste le produit pour ses qualités intrinsèques, mais on regarde aussi le sens que j'ai à acheter ce produit. Donc,
Par exemple, si j'achète, si je suis sensible à l'environnement et que je veux acheter une crème cosmétique, effectivement, souvent, je regarde comment c'est produit. Ou Bérénice, qui était tout à l'heure ici, disait si j'achète une paire de baskets, maintenant je sais, je me renseigne sur où est-ce qu'elle est produite et par qui elle est produite, des enfants ou des adultes. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est face au tribunal de l'opinion, elle est face au tribunal du consommateur, et que clairement, si elle n'a pas intégré ce bien commun et le progrès collectif et de la collectivité, eh bien, elle perd des consommateurs, elle perd des parts de marché. Donc moi, je suis absolument convaincue que tout ce qui vient des consommateurs, de la base, comme parfois j'entends, alors que c'est juste un énorme pouvoir, cet acte d'achat, je suis absolument convaincue que c'est les consommateurs qui font changer les entreprises et qui font en sorte qu'elles deviennent plus vertueuses. Un exemple, j'imagine que comme moi, vous êtes sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, que de temps en temps, vous regardez Facebook, que de temps en temps, vous êtes sur Instagram ou Twitter. Et j'imagine que vous regardez aussi les forums de discussion. Moi, je suis surprise à quel point les gens s'expriment, disent quand ils sont d'accord ou pas d'accord. Et ce que je peux vous garantir, c'est que les entreprises, aujourd'hui, elles surveillent ça. Elles regardent ça. Alors, elles regardent les sondages aussi. Je pense qu'elles peuvent en ce moment se questionner. Voilà. Mais moi, en tout cas, dans mon métier, si je prends ma casquette d'agence de communication, on regarde énormément ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les dirigeants d'entreprises font évoluer leur stratégie en fonction aussi des retours qu'ils ont de leurs consommateurs ou de ce qu'on appelle leurs parties prenantes. Donc on est dans un système où il y a de moins en moins d'intermédiaires. On le voit également en ce moment avec cette chute des élites, où on est en contact direct avec le consommateur final. Donc le monde est un peu plus horizontal, les relations sont plus directes et du coup c'est un élément de progrès assez incroyable. Et vous parliez du pouvoir des consommateurs. On a eu un débat en 2012 sur le Made in France, par exemple, dans la campagne présidentielle, qui a été lancée notamment par François Bayrou. Et on voit que là, pour le coup, il y a eu un vrai acte de consommateur qui a fait changer le discours politique et qui même modifié la loi. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'est un homme politique qui se saisit de quelque chose qui est qui est encore naissant dans la société, mais qui est là, donc les signaux faibles, comme on les appelle, et qui s'en saisit et en fait un mouvement d'opinion. Ce qui est intéressant de voir, c'était en 2012, c'est de quoi se saisissent aujourd'hui nos politiques. On est en week-end de primaire. Qu'est-ce qu'ils ressentent des signaux faibles de notre société pour s'en saisir et en faire un mouvement d'opinion. Moi, ce que je vois dans mon métier, notamment, c'est que cette pyramide, elle s'est un peu inversée. Ce qu'on appelle la pyramide d'influence, donc de comprendre qui influence qui. Avant, on était influencé par les médias traditionnels, par les leaders d'opinion, par les politiques. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus influencé par les gens qu'on rencontre, nos voisins, nos familles, donc les gens comme vous et moi, parce que c'est important et qu'après on va vérifier sur les réseaux sociaux ce qui se dit. Donc ce qui est intéressant pour revenir sur le Made in France, c'est qu'en quelques années, il y a une inversion des jeux d'influence qui s'est effectuée et je pense que l'élection de Trump en est la preuve également. Mais c'était dur, pour revenir aussi sur le Made in France, c'est qu'il y avait aussi cette difficulté pour un consommateur de savoir, vous parliez du pouvoir du consommateur, mais de savoir même quand il achetait quelque chose d'où ça vient. Or c'est devenu important aujourd'hui. Et c'est là l'impact aussi que peuvent avoir les entreprises, parce qu'une entreprise qui va faire absolument n'importe quoi en externalisant, en allant faire des usines en Turquie ou en Chine ou au Maroc, on va dire, va avoir un impact sur la consommation sans que le consommateur lui-même puisse en être averti au final. Alors souvent, ce qui fait bouger une entreprise, c'est aussi parce que le consommateur l'a interpellé. Il y a quand même des associations, des class actions, des ONG, des militants, et c'est important.
d'avoir ce tissu de militants qui, à un moment donné, interpellent les entreprises et pointent du doigt des dérives. Parce que oui, ce qu'une entreprise peut considérer comme un progrès n'est pas un progrès pour tout le monde. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'entreprise, avant, elle se faisait beaucoup interpeller par l'opinion et elle corrigeait. C'est encore le cas, hein. Je ne suis pas en train de dire que toutes les entreprises sont vertueuses. Mais pour autant, dans ce que je vois, c'est des entreprises qui essayent de faire un peu la cartographie et le panorama de toutes les bonnes pratiques nécessaires et elles se remettent en cause et elles bougent pour effectivement avoir ce qu'on appelle une empreinte sociétale beaucoup plus positive. J'ai l'impression que vous êtes super optimiste. Moi, bon, de nature, je suis super optimiste. Pourquoi vous êtes très optimiste comme ça? Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste? Déjà, j'ai été éduquée comme ça, donc je remercie mon père et ma mère. Voilà. Donc, je vous invite à éduquer vos enfants de façon optimiste. Positive. Avec effectivement une question de est-ce que mes enfants auront une aussi belle vie que moi ou ils auront cette peur du déclassement. Mais d'ailleurs, je voudrais rebondir sur l'éducation parce que on parlait du risque tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une différence aussi entre les hommes et les femmes sur cette question du risque? Il y a une anecdote qui m'a fait sourire quand je me suis intéressé à votre parcours, c'est votre maman vous disait, vous avez un frère ou deux frères, je crois. Un frère. Un frère, et quand vous vous promeniez dehors, dans la forêt, j'imagine, il y avait des flaques d'eau, et lui, il avait le droit de sauter dedans, mais pas vous. Ouais. Est-ce que ça détermine aussi, peut-être en fonction de cette éducation, le risque que vous allez prendre plus tard? Et comment vous expliquez ça? En fait, effectivement, quand j'étais petite, et ça m'est revenu, cette phrase que me répétait ma mère tout le temps. Et en fait, c'est moi-même, quand je suis devenue maman, que je pense que cette phrase est revenue en moi. Quand on allait se balader et qu'il y avait une flaque, ma mère me prenait la main pour contourner la flaque d'eau et mon frère, elle lui disait « vas-y, saute ». Voilà. Et du coup, je me suis dit « mais pourquoi j'ai pas le droit de sauter la flaque d'eau, moi ?» Et ça m'a donné une envie, alors c'est de sauter les flaques d'eau. C'est aussi pour ça que je suis devenue chef d'entreprise, entrepreneur, que j'ai rendu ma jolie bagnole de fonction et que je suis allée déposer les statuts de ma boîte. Oui, il y a clairement une différence face aux risques pour les hommes et les femmes. Je pense que ça vient de l'éducation. Je ne suis pas certaine aujourd'hui qu'on éduque les petites filles et les petits garçons de la même façon face aux risques et à l'audace. Parce que nous, les petites filles, on leur dit toujours tiens-toi bien, première de la classe, voilà. Les garçons, c'est différent quand ils sont un peu turbulents et qu'ils prennent la parole sans qu'on leur ait demandé de la prendre, on les excuse. En tout cas, j'en sais rien, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un truc lié à l'éducation. Et puis ensuite, il y a effectivement des femmes, et j'ai beaucoup réfléchi à l'entrepreneuriat féminin, se lancer, prendre le risque. En fait, quand on est une femme, on se dit qu'il faut que tout soit prêt à 90%. Un homme, lui, dit je suis prêt à 40%, là, globalement. J'y vais quand même. Et donc, je ne sais pas si je ne pense pas que ça soit une fatalité. J'ai envie de croire qu'on puisse aussi prendre des risques quand on est une femme, mais c'est quelque chose que je constate. Et pour autant, parce que je suis optimiste, je trouve que les femmes sont vraiment en train de se bouger par rapport à cette notion-là et sont en train également de prendre des risques, d'oser, de briser le plafond de verre. On est aujourd'hui, et ce n'est pas une question d'être féministe ou pas, enfin, je pense que ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste prendre sa place dans la société. Parce que si vous regardez, souvent, les femmes, c'est 50% de la population sur Terre, donc la moitié. Et quand on parle des femmes dans la société, en politique ou dans les entreprises, on nous parle de diversité ou de minorité. Et moi, ça me chagrine un peu, alors qu'on est quand même la moitié de la population sur la Terre, qu'on nous parle de diversité et de minorité. Bon, je vais poser deux questions. Et d'ailleurs, après, on aura le temps, si vous voulez, vous aussi, échanger avec Marion, posez vous-même vos questions. Je vais poser deux questions. J'espère ne pas me faire taper sur la doigt. Je pose les questions de manière très naïve. Est-ce qu'il y a une façon différente, vous pensez, de gérer une entreprise selon qu'on soit une femme ou un homme? Et est-ce que c'est un progrès, on va dire, en soi, qu'une femme soit choisie parce qu'elle est femme
pour diriger une entreprise ou pour entrer en politique, par exemple, notamment la parité? Alors oui, forcément, ma réponse ne va pas vous étonner. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des études, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a des études qui montrent que s'il y avait une augmentation des femmes dans les postes clés en politique et notamment en économie, il y aurait un impact direct sur la création de valeur du pays et le PIB. Donc, première réponse, avoir plus de femmes aux postes clés, c'est clairement une création de valeur. Et souvent une création de valeur partagée. Est-ce que c'est mieux d'avoir des femmes aux postes clés? Je ne sais pas si c'est mieux. Je suis quand même favorable à plus de parité. 2017 va être la mise en application de la loi Copé-Zimmermann qui propose certains quotas dans les conseils d'administration. S'il faut passer par les quotas, très bien. Moi, je ne suis pas une grande fan, mais si ça peut être une source de progrès, très bien. Ce que je constate, c'est quoi? C'est que avoir des femmes à la tête d'entreprise, oui, ça peut être un moteur de progrès. Je vous donne plusieurs exemples. L'égalité salariale. Moi, dans ma boîte, par exemple, les mecs et les nanas, il y a vraiment, c'est les mêmes salaires. Et il n'y a pas de discrimination ni d'un côté ni de l'autre. J'étais dans des entreprises avant où, quand on était une femme, on était payé moins bien que son collègue masculin. C'est pour ça que j'ai soutenu le mouvement qui a eu lieu le 4 novembre, qui nous incitait à partir à 16h34 de notre bureau pour militer pour l'égalité de salaire. Donc je pense que ça crée de la richesse pour tous. La deuxième chose, c'est que face aux mutations du travail, qui remettent en question la hiérarchie, le pouvoir, toutes ces choses-là, le rapport au travail, la flexibilité, je pense que quand on est une femme, on est bien placé pour accompagner le mouvement. Pourquoi? Parce que, alors on dit souvent que les femmes sont plus dans l'écoute, plus dans la concertation, dans la co-création. Je veux juste dire que les hommes aussi, enfin, je connais plein de patrons d'entreprises qui ont ces valeurs du féminin, et il y a plein de nanas qui ont les valeurs du masculin et qui se comportent comme des mecs, qui s'habillent comme des mecs et qui ont aussi les inconvénients des hommes. Donc moi, je suis vraiment pour l'inclusion des deux. En tout cas, ce que je constate, c'est que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce mouvement de l'entreprise libérée, qui est pour une organisation plus horizontale dans les entreprises. L'entreprise libérée, elle dit quoi? Elle dit qu'on casse les silos, on enlève des niveaux hiérarchiques et on fait en sorte de travailler plus les uns avec les autres. Pour faire ça, il faut renoncer à une forme de pouvoir auquel on a été habitué parfois dans des entreprises, le truc très descendant, du petit chef qui donne des ordres, qui a son territoire, ses équipes lui appartiennent. Voilà. Donc ça, ce qui est intéressant dans ce mouvement de l'entreprise libérée et de la gouvernance horizontale, c'est qu'il y a des voix effectivement qui s'élèvent pour dire que les femmes sont super bien placées pour accompagner et libérer les entreprises. J'allais dire, si c'est un progrès, si c'est positif, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi certaines entreprises ne le font pas? Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Moi, je l'ai fait chez Elan Edelman. On est en démarrage, ça fait que 8 mois, donc la route est longue, mais la route est belle. J'interviens au Women's Forum le 30 novembre, où il y a beaucoup de chefs d'entreprise, hommes et femmes, et on va exactement parler de ça, de la place des femmes dans le monde de l'entreprise libérée et la création de richesses avec ça. Et je vois des hommes, et chez Entreprises et Progrès, on a écrit d'ailleurs un bouquin là-dessus, sur comment on devient un leader à l'ère du numérique, donc à l'ère d'une entreprise, d'une société plus horizontale. Et moi, je vois énormément d'entreprises qui s'y mettent. C'est difficile, il faut être extrêmement agile, il y a plein de baronnies qui existent encore, il faut un dirigeant qui en ait envie, il faut un leader qui en ait envie, parce que c'est une énorme remise en cause. Je peux vous donner mon exemple personnel. Quand j'ai voulu commencer à libérer ma boîte, parce que je trouve que c'est le sens de l'histoire, donc il y a un truc que je n'avais pas compris, c'est que pour libérer son entreprise, il faut se libérer soi-même. Puisque moi, j'ai fait, pour l'instant, et j'ai été élevée, et j'ai fait mon job dans un monde descendant, avec des silos, avec des chefs qui ont des territoires et des trucs comme ça. Et en fait, même si on a envie de changer, le système qui nous a enfantés nous rattrape.
Et même si on a envie de bien faire, c'est pas toujours évident. Et moi, ça a été une grosse remise en cause pour moi. Il faut accepter de se remettre en cause, de voir son système droit dans les yeux. Il a fallu que ça m'a coûté une semaine de retraite en Inde, dans un ashram, pour essayer de comprendre et d'ouvrir un peu mes chakras, pour me dire, bon Marion, là tu n'y es pas du tout, tu reprends tes vieux réflexes top-down de lâcher faillon, ça marche juste pas. Et comme disent de mes équipes d'hyper-présidentes, c'est vertigineux la remise en cause. Donc pour que ça arrive plus, il faut que les chefs d'entreprise se remettent fondamentalement en cause. Alors en même temps, je comprends très bien que l'horizontalité, c'est très bien. Est-ce que parfois, il n'y a pas aussi besoin? Est-ce que c'est pas un peu le bordel parfois? Je veux dire, quand on laisse le pouvoir à tout le monde, une forme d'autogestion n'est pas forcément toujours vertueuse. Les chefs, la hiérarchie, c'est quand même pas si mal de temps en temps, non? Alors là, c'est intéressant parce que vous me donnez l'occasion de vous partager et de revenir sur un des préjugés de l'entreprise libérée et la gouvernance horizontale. Et un truc que moi, j'ai vraiment découvert en faisant cette expérience, c'est qu'il n'y a pas de... L'entreprise libérée ne veut pas dire faire péter le cadre. Il faut créer le cadre dans lequel vous pouvez créer, oser et vous libérer. S'il n'y a pas de cadre, ça ne marche pas. Et j'ai découvert un truc incroyable, c'est que le cadre est profondément libérateur. D'ailleurs, vous le voyez avec vos enfants, c'est la base de l'éducation. Si vous ne leur donnez pas de cadre, c'est un enfer. Et quand on leur donne un cadre, ils ont encore plus d'idées, de potentiel. Et voilà. Donc, un des fondements de l'entreprise libérée, c'est on donne un cadre. Donc, il reste des chefs. Il reste des process et des procédures. Pour autant, on fixe le cadre et c'est là que la liberté arrive. Merci Marion. Je ne sais pas si vous avez des questions après. Ah oui, je voulais juste rajouter avant, on parlait tout à l'heure de progrès féminin, on le voit, on va dire que je suis obsessionnel, mais sur la primaire, Nathalie Kosciusko-Morizet, le progrès, ça a été qu'elle a foutu pas mal de bordel aussi dans les débats, et elle avait peut-être un ton différent voilà, de tout ça. Et vous avez vu qu'elle s'est fait, je ne sais pas, c'était sur Twitter aujourd'hui, elle s'est fait interrompre et couper la parole plus de fois que ses confrères et compétiteurs masculins. Donc c'est intéressant ce qui s'est joué au débat télévisé que vous avez peut-être regardé. On n'y est pas encore. Je ne sais pas du coup si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. S'il y a un micro qui passe dans la salle. Peut-être vous descendre mon micro, non? Ah non. Ils veulent créer leur entreprise. La question, c'est quels sont vos conseils pour une femme de plus de 50 ans ou 50 ans qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, déjà, il y a un truc qui me frappe, c'est que dans les entreprises, souvent, on est senior à 45 ans. Ça, c'est déprimant, quoi. Moi, je suis à 2 ans de la seniorité, là. Donc, voilà. Et du coup, ce qu'on fait mal dans les entreprises, c'est de garder les seniors, comme ils les appellent, et d'organiser la transmission. C'est-à-dire que ce qu'on perd dans les boîtes, c'est des gens qui ont une expérience, un savoir, et sous prétexte qu'ils sont devenus trop vieux pour le système les éjecte, et on ne garde pas et on ne transmet pas ce qu'ils ont appris. Ça me révolte, mais ça me révolte. Et du coup, je comprends qu'à un âge, à 50 balais, on se dise, bon, bah, le système est en train de m'éjecter, pour eux, je suis trop vieille, donc je m'en vais. Et je crée ma boîte. Alors, moi, j'ai envie de dire, il faut oser. Déjà, parce qu'à 50 ans, on a une expérience, un savoir-faire, un savoir-être aussi, qui est absolument déterminant pour que ça marche. Alors, c'est vrai que les jeunes de 22 ans, ils veulent créer leur boîte. C'est top, mais il manque parfois un peu d'expérience. À 50 ans, ce qui est top, c'est qu'on en a vu des choses. Donc, on s'est pris des coups, on a eu des échecs, on a eu des réussites. Et donc, cette maturité, je trouve qu'elle est extrêmement forte. Pour autant, parfois, on est moins léger. On est plus grave. Et donc, le conseil, ça serait de retrouver ce goût de la légèreté, parce que dans le risque, il y a forcément la mise en danger.
et de se dire oui, je peux y arriver. Je pense aussi que dans le monde dans lequel on va, où il y aura plus de travailleurs indépendants, du coup, pour une femme qui a envie de se lancer, il y a plus d'opportunités et quelque chose qui n'était pas la norme va à un moment donné devenir la norme. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on ne se sent pas hors norme. On ne se sent pas. C'est pas genre, elle a créé sa boîte parce que, en gros, elle avait plus que ça à faire et puis son mari l'a plantée. Voilà. Non, c'est aujourd'hui quelque chose qui est dans l'air du temps, qui peut se faire. Et accepter de se dire je vais aller créer de la valeur sur la base de mon expérience, moi je trouve ça top. Par contre, effectivement, à 50 ans, on voit un peu plus les inconvénients du monde dans lequel on vit, on voit plus les défauts de tout le monde, on est moins léger. Il faut juste réussir à retrouver cette légèreté et cette âme d'adolescent, si je puis dire. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais par là, ici. Oui, on vous voit, on vous voit. Je voudrais juste d'abord faire une petite remarque. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs, mais j'ai l'impression que même les jeunes aspirent quand même à une certaine sécurité, veulent être des salariés. Et donc l'ubérisation de la société à laquelle on assiste est plutôt contrainte et malheureusement met en péril des artisans, des entreprises qui payent leurs cotisations et met aussi en péril l'équilibre financier de nos systèmes sociaux. Donc ça, ce qu'on a dit un peu au début. Ce que vous avez dit, monsieur, effectivement. Ma question est la suivante. Pour l'instant, on constate que les entreprises ne sont pas source de progrès social. Est-ce que dans votre think tank, les chefs d'entreprise, de grosses entreprises en particulier avec actionnariat, prennent conscience que la gestion sous le poids des actionnaires, à court terme, microéconomique, qui les oblige à externaliser, rendre précaire le travail de leurs salariés ou les virer, eh bien, écoutez, nous conduit dans le mur, tant sur le plan écologique, social, et voilà. Est-ce qu'il y a une prise de conscience vous parliez de RSE tout à l'heure, moi je ne la vois pas beaucoup là. Alors, j'entends votre point. Je peux comprendre votre sentiment que l'entreprise ne soit pas aujourd'hui un levier de facteur et de progrès social. C'est difficile parce que souvent on généralise et il y a plein d'exceptions qui font qu'on peut changer de regard sur les choses. Je voudrais juste vous apporter un élément de réponse quand vous dites que les entreprises ne créent pas de progrès social. Je peux comprendre votre perception, mais il y en a qui en créent. Chez Entreprises et Progrès, là où je travaille avec mes collègues, juste deux choses. En 1982, on a créé le premier accord d'intéressement et de participation, parce que ce à quoi on croit, c'est qu'il n'y a pas de valeur si elle n'est pas partagée. Et ça, pour moi, c'est une forme de progrès social. Et on a également créé le premier rapport RSE. Le combat que nous sommes en train de mener là, pour vous répondre, parce que nous, je suis comme vous, monsieur, je pense que l'ubérisation n'est pas bonne et qu'elle a ses limites. Et je vous donne un exemple qui est le sujet qui nous occupe en ce moment chez Entreprises et Progrès, c'est la réforme du Code du travail. Le Code du travail, il a des années et je ne sais pas qui va réussir à le réformer un jour. On l'a vu avec la loi El Khomri. Du coup, on s'est dit, nous, on ne va pas se mettre à essayer de réformer le Code du travail, même s'il y a des trucs, c'est pourri, quoi. Parce que le Code du travail n'accompagne pas les mutations de la société et du travail. Donc ce qu'on a fait, et ce pourquoi on milite, c'est la création d'un code de la personne au travail. Comment vous, individu, dans votre entreprise, vous êtes reconnu comme une personne, pas comme un salarié, pas comme un collaborateur uniquement, mais comme une personne. Et donc, par exemple, ça vous donnerait quoi? C'est que si je prends le cas des chauffeurs Uber, alors il y a eu plein de choses positives, parce qu'il y a des chauffeurs Uber, avant, ils vendaient de la drogue dans le 9-3, et du jour au lendemain, ils se sont mis à avoir un job et à se lever le matin pour aller travailler. Pour autant, leur statut, franchement, il est de plus en plus précaire. Mais si ces chauffeurs Uber pouvaient bénéficier d'un code de la personne au travail, c'est-à-dire de reconnaître ce chauffeur dans toute dans toutes les facettes de sa personne, je pense que là, ça serait un vrai progrès social. Donc je comprends votre perception, il y a des exceptions, mais pour autant, il faut que ça continue. Et c'est pour ça que je suis là aussi, parce qu'à chaque fois que je peux
envoyer un message aux chefs d'entreprise pour dire essayez de considérer l'empreinte sociétale, l'empreinte que vous avez sur la société, je pense que c'est important. On vous apporte un micro, je crois. Ne bougez pas. Merci. Une question qui est en rapport avec votre entreprise. La réduction des niveaux hiérarchiques, quels ont été les effets sur le contenu et l'enrichissement du travail? Quand vous dites du travail, c'est... Des postes, des personnes, sur les fiches de poste individuelles. Alors effectivement, l'impact premier, c'est une grande responsabilisation des gens. C'est-à-dire que quand vous avez plein de niveaux hiérarchiques, parfois le système il est un peu infantilisant et on attend que le chef il nous donne notre travail à faire, en gros. Ce que j'ai vu, c'est que les fiches de poste ont évolué parce que les gens ont eu envie de, pas d'en faire plus, parce que là, il y a une question de volume, c'est pas forcément ça, mais d'être plus force de proposition, d'être proactif, de donner des idées, de lever la main et de dire « et si on faisait ça ?» Donc, le premier bénéfice que j'en ai vu, c'est une plus forte responsabilisation et une plus forte autonomie. Et donc, ce que je vois, moi, c'est, et j'étais encore hier avec mon équipe en séminaire, justement, pour tirer les enseignements de ce qu'on fait, je les vois grandir, en fait. Je les vois grandir en tant que professionnels, mais vous ne pouvez pas savoir comme je les vois grandir en tant qu'humains, en tant que personnes, parce qu'ils enrichissent leur poste d'une forme d'éveil et de curiosité du monde dans lequel ils vivent. C'est difficile à expliquer parce que je pourrais vous inviter à dîner et avoir toute la soirée pour en parler. Mais ce que je vois, ce n'est pas uniquement qu'ils grandissent à titre professionnel, mais ils grandissent à titre personnel. Jérémy disait, il y a une quête de sens. Ce que moi, ça m'apporte, cette expérience de l'entreprise libérée, à mes collaborateurs et moi, c'est qu'en fait, on trouve le sens. C'est-à-dire, on sait pourquoi on se lève le matin. Ça, je pense que c'est quelque chose pour moi qui est fondamental, avec cette idée de dire, quand je dis le sens, c'est quoi? C'est de se dire, bah, moi, à mon niveau, dans mon job, en quoi je vais essayer de faire progresser le monde, la société, et parfois, c'est des toutes petites choses. Mais en tout cas, je pense que j'ai le sentiment qu'on a plus de sens aujourd'hui. Bonjour. Bon, d'abord, merci, parce que j'ai entendu quelqu'un qui parle avec son cœur, avec ses tripes, et c'est assez formidable. C'est peut-être la particularité d'être une femme. Voilà. Bon, moi, je suis facilitateur en intelligence collective. Ça fait 4 ans qu'on bosse sur l'intelligence collective, donc vous en doutez bien que j'ai plein d'idées en commun avec vous. Et j'ai envie de vous dire une chose, de vous poser une question. On va imaginer qu'on rêve. On a dit on est en pleine campagne électorale, donc on peut avoir plein de rêves. Hein. Et admettons, après tout ce que vous avez dit aujourd'hui, les chefs d'entreprise se rallient à ce que vous pensez, à ce que vous croyez le plus. On se pose dans 5 ans, quels sont les 3 points qui ont changé pendant ces 5 ans? Donc on est en 2022. Donc qu'est-ce qui a changé en 2022 par rapport à aujourd'hui? Et si on applique en quoi vous croyez le plus? C'est une jolie question parce qu'elle nous incite à rêver et parfois on oublie de rêver. Alors, plusieurs délires, on va dire que c'est des délires. La première chose, alors, une femme présidente, forcément, celle-là, je vous la case, elle est facile. 2, non pas un président, mais des présidents. J'adorerais qu'on ait une espèce de gouvernance tournante de l'État, comme on le voit dans certaines entreprises. D'ailleurs, ça, c'est une jolie gouvernance où le patron, il change tous les 2 ans. Comme ça, on est sûr que s'il y en a un qui fait des bêtises, c'est... voilà. Après, vous pourrez me dire quid de la pérennité et tout ça. Mais bon, en tout cas, pas le côté un homme, le culte de la personne. Voilà, donc pourquoi pas des présidents. Et puis, un État qui aurait une gouvernance qui se rapprocherait de l'entreprise, au sens où, qu'est-ce qu'on vit en entreprise?
on est dans la culture du résultat. On n'a pas le choix, il faut qu'on rende des résultats. Et nous, quand on bosse tous dans nos boîtes, il faut quand même être performant, comme on dit. Donc moi, j'aimerais bien que l'État s'inspire un peu plus de ce qui existe dans les entreprises. Donc le résultat, ouais, je suis jugée et évaluée sur mon résultat, et pas juste parce qu'on va aller revoter dans 5 ans. Une mixité des profils aussi. Parce que dans les entreprises, il y a une mixité de profils. Et à la tête de l'État, là, je ne le vois pas. Enfin, en tout cas, pas en ce moment. Et puis, en entreprise, même si peut-être que vous n'êtes pas tous convaincus de ça, on écoute quand même l'opinion. On écoute les gens, on écoute les citoyens. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait eu un grand mouvement citoyen qui se crée, et qui continue à interpeller les hommes politiques, et qu'il y ait une forme de gouvernance intégrée, un peu mon shadow comex que j'ai fait dans ma boîte, mais une espèce de shadow je sais pas quoi, où en fait les gens qui dirigent l'État puissent venir vraiment écouter la société civile, mais une vraie écoute, pas juste à travers les sondeurs par exemple. D'ailleurs, ça serait intéressant, suite à l'élection de Trump, de voir qu'est-ce qui va se passer dans la façon dont les hommes politiques vont relativiser les sondages et regarder. Alors, on parle beaucoup de Twitter parce que l'opinion s'exprime là, mais pas que. Voilà peut-être les 3-4 rêves que je pourrais formuler. Je ne sais pas si on y sera, mais bon, rendez-vous dans 5 ans. Bonjour, merci de cette conférence. J'avais 2 questions différentes. La première, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous sur le plan personnel, je dirais presque spirituel, d'avoir sauté le pas de créer votre entreprise, et pas forcément en tant que femme, mais en tant qu'être humain? Et la deuxième, c'est est-ce qu'aujourd'hui, alors là, en tant que femme chef d'entreprise, est-ce que vous rencontrez des obstacles ou des difficultés que vous associez directement au fait d'être une femme ou pas? Alors, que m'a apporté l'entrepreneuriat? Clairement, de briser le plafond de verre, ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc, j'ai plus de problème d'égalité de salaire, puisque c'était moi qui décidais, plus de problème d'avoir un patron qui me mettait dans des cases. Donc, clairement, j'y ai gagné une liberté incroyable. Je vous livre une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'avais un patron qui me disait, quand on allait en rendez-vous, un rendez-vous un peu sérieux où on met ses beaux vêtements et tout, il me disait, bon, vous avez remarqué que j'ai les cheveux frisés, un peu envahissants, il me disait, enfin Marion, tu vas pas aller comme ça en rendez-vous, s'il te plaît, attache-toi les cheveux. Et ben, ce que m'a apporté, c'est une anecdote, ça paraît rien, mais dans la construction de ma propre confiance, ça a été déterminant. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que m'a apporté l'entrepreneuriat, c'est que je suis devant vous aujourd'hui les cheveux détachés. Vous m'auriez connu il y a quelques années, quand j'allais à la rencontre de gens que je ne connais pas, vous, en fait, j'étais persuadée que vous alliez me juger sur mes cheveux, en fait. Donc, j'étais dans cette espèce de truc qu'on me répétait, et ça m'a conditionnée. Donc, l'entrepreneuriat, j'ai conquis ma liberté, je suis allée chercher qui je suis profondément, et un énorme alignement entre ce que je suis et ce que je fais. Il n'y a pas de différence. Est-ce que je rencontre encore des obstacles? Vachement moins, parce que les mecs avec lesquels je bosse, ceux que je rencontre, que ce soit mes clients ou autres, le fait d'être femme chef d'entreprise, les regards changent un peu. Bon. Et puis, je suis moins, enfin, comme je suis plus libre, je suis moins confrontée à des obstacles qu'on pourrait me mettre. Pour autant, ce que ça me donne comme envie, c'est de transmettre et de continuer ce que moi j'ai vécu, de le partager, c'est ce que je fais aujourd'hui, et d'emmener aussi les plus jeunes générations avec moi. C'est pour ça qu'avec Béatrice Duboissé, on a co-créé le TEDx Women, qui met sur scène des femmes qui sont inspirantes. C'est pour ça que j'ai créé le IWF en France, qui est un club de femmes où on se fédère. Donc, en fait, je pourrais dire que l'entrepreneuriat féminin, ça m'a donné une liberté incroyable, et encore plus l'envie aujourd'hui de transmettre à vous et à aussi des plus jeunes, parce que je crois aussi beaucoup à la relève, en fait. Je crois qu'il vient l'heure de conclure.
Et je voulais juste dire un dernier mot avant de poser une dernière question à Marion, parce que j'ai le sentiment que monsieur là-bas nous a posé... J'espère qu'on n'a pas donné une vision, pas optimiste, mais idyllique de l'entreprise. Je trouve qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément de débattre de l'entreprise, mais plutôt de débattre du travail. Je prends mon exemple personnel, je me sens ni totalement bien en étant salarié. J'ai essayé de créer un jour une boîte, je suis journaliste. Je me sens pas l'âme non plus d'un entrepreneur. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans notre génération à pas se poser la question de dire est-ce que je veux un CDI, un CDD, blablabla. On cherche d'abord du travail et une quête de sens. Vraiment, je pense que c'est profondément ça que les jeunes générations d'aujourd'hui recherchent. La deuxième chose, c'est que sur Uber, il ne faut pas donner une vision idyllique, et je ne pense pas que Marion n'en a donné une vision idyllique. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Uber va transformer dans la société en termes de code du travail, en termes de retraite. Parce que c'est ça le drame de ces gens, c'est qu'un chauffeur Uber, c'est net d'emploi, quoi. À la fin, qu'est-ce qu'il fera dans 20 ans? Il n'en sait rien, on n'en sait rien. Comment il cotise, où il cotise, etc. Donc ça c'est une vraie question. Et troisième chose, la façon dont nous on travaille, je parle des jeunes générations, pas forcément, je dis toutes les classes sociales, démontre que le travail aujourd'hui n'est plus une idée, on ne vit plus uniquement pour le travail. On veut aussi une société où, ça paraît complètement utopique pour le coup, ça, mais je pense que des gens veulent être bien payés, mais en ayant en même temps des loisirs, une façon de se cultiver, etc. Et c'est ça qu'on n'entend pas assez dans les débats, ni politiques, ni sur les entreprises. Parce que bon, on débat d'une entreprise, oui, je pense que c'est le travail et la façon de travailler qui est importante. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ce que disait le monsieur tout à l'heure, mais voilà. Et dernière question, donc, du coup, que je voulais poser à Marion pour conclure, c'était... avec votre think tank et la façon dont vous gérez votre entreprise, quelle est la trace que vous laissez, vous pensez, dans la société, vous-même, dans la façon que vous avez de diriger votre entreprise et à la fois avec votre laboratoire d'idées? Je veux changer le monde, en fait. Ah oui, rien que ça. Rien que ça. À mon niveau. Non, clairement, je suis convaincue que c'est un combat, qu'il faut se battre, que si on veut faire bouger les lignes, faut payer de sa personne. La trace que je veux laisser, c'est déjà, je veux faire savoir que toutes les entreprises ne sont pas mauvaises, et qu'il y a quand même des exceptions et des entreprises qui sont vertueuses et qui justement favorisent le bien commun. Donc ça, j'espère que à mon niveau, dans ma tombe, quand je me retournerai, je me dirai ça a fait ça. Et puis j'ai envie de dire à mes collaborateurs, j'ai envie de les encourager à oser et à trouver dans l'entreprise un projet de vie, pas qu'un projet professionnel. Donc ils ont le droit de dire j'ai envie de ça, j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie d'aller vivre à Londres, on a de tout. Et en fait, c'est possible. Donc j'ai envie qu'ils croient en leurs rêves et je les aide à réaliser leurs rêves. Et je suis hyper fière de chaque petite victoire gagnée. Et puis enfin, j'ai envie de laisser à mes enfants un monde plus beau. Pour que cette peur du déclassement, cette peur de perdre des choses, il ne l'ait pas. Et en même temps, c'est ce que je leur dis, c'est va falloir vous battre, les gars, ces deux petits garçons. Rien n'est gagné. Et donc, à votre tour... sautez dans les flaques d'eau. Sautez dans les flaques. Et c'est des garçons. Et j'aurais eu une petite fille, je lui aurais dit la même chose. Merci Marion. Bonjour.